Je vais essayer de défendre que la question de la démocratie au travail, sur les lieux de travail, n'est pas que une question qui a des enjeux politiques, mais que c'est une question qui a aussi des enjeux en termes de santé mentale au travail notamment, et que donc potentiellement c'est une question de santé publique aussi. Pourquoi parce que, en partie, comme le disait Yves-Claude tout à l'heure, on a aujourd'hui de nombreuses études qui montrent qu'une des meilleures formes, sans doute la meilleure forme de prévention de la souffrance au travail, repose sur la coopération. C'est-à-dire sur des débats, des discussions collectives entre salariés, sur les façons de régler les problèmes du travail, sur les façons de régler le décalage entre le prescrit et le réel, et donc à la source de cette coopération se trouve toujours une délibération collective, un débat collectif sur les difficultés rencontrées et les façons de les résoudre. Et c'est par le biais de cette délibération que pourront se construire un certain nombre de règles de travail, que pourront se construire des stratégies de défense contre la souffrance au travail aussi. C'est aussi dans le cadre de cette délibération que va être octroyée la reconnaissance au travail, donc que se joue la question du sens du travail. Donc dans cette délibération se condensent un certain nombre de questions qui sont tout à fait fondamentales pour la protection de l'équilibre psychique. Or, un des impacts et des effets les plus néfastes des méthodes d'organisation du travail gestionnaire est précisément d'empêcher cette délibération. On pourrait même dire, d'une certaine façon, que les méthodes gestionnaires ont presque pour objectif d'empêcher cette coopération par des méthodes que vous connaissez bien, par des méthodes d'individualisation du travail, d'intensification du travail, d'empêchement de la délibération. Donc cela est bien connu. Et donc c'est vraiment un des obstacles majeurs aujourd'hui et une des difficultés que l'on affronte du point de vue de l'intervention dans les milieux de travail. Alors la difficulté est accrue du fait notamment de ce que disait Christine Castejon, c'est-à-dire que l'État est dirigé comme une entreprise. Effectivement, aujourd'hui, l'État est un des grands promoteurs des méthodes de gestion. C'est-à-dire que le nouveau management public aujourd'hui s'est répandu, disons, à peu près dans la majeure partie des administrations de l'État, des ministères, aux agences publiques et à tous les secteurs du service public. Et là, effectivement, c'est là, disons que d'une certaine façon, on pourrait presque dire que l'explosion des problèmes de santé mentale au travail, et notamment en lien avec la généralisation de ces méthodes gestionnaires, notamment dans le service public, qui ont abouti aux catastrophes que l'on connaît. Alors, il y a un deuxième impact, disons, ces méthodes d'organisation du travail, elles ont un impact très concret sur les possibilités de délibérer et de discuter dans les lieux de travail sur des questions de travail réel. Elles ont aussi un impact très fort du point de vue des façons de parler et de penser le travail. C'est-à-dire que dans ces administrations, dans les entreprises d'une façon générale, il y a une colonisation de tout le langage sur le travail par le langage de la gestion. Et on se retrouve de plus en plus dans des interventions, dans des endroits où les salariés n'arrivent plus à parler de travail, puisque justement ils ont perdu le langage du travail, le langage du métier. Parce que le langage de la gestion s'est généralisé, s'est banalisé, et que finalement, en reprenant, nous, on le fait, nous. On parle de RPS, on parle de burn-out, on parle de tout un tas de choses. On le reprend, c'est très facile finalement de se trouver pris à ce piège-là, et finalement, une des conséquences de la diffusion de ces méthodes de gestion, c'est aussi, finalement, de créer une emprise sur le langage qui empêche de parler du travail autrement que dans le langage de la gestion. C'est-à-dire qu'on ne sait plus parler du travail vivant, avec les termes du métier, avec les termes qui sont des termes
qui sont précisément des termes qui s'opposent au langage de la gestion, qui justement refusent la discussion sur le travail. C'est bien la particularité des méthodes d'organisation gestionnaire, c'est qu'elles refusent la discussion sur le terrain du travail. Elles ne veulent surtout pas y aller. Ce qui compte, c'est objectif performance. Et on discute objectif performance. Tout le reste, on n'en parle pas. Surtout pas. Puisque c'est en dehors du champ des problèmes intégrés par la gestion. Et là, j'arrive un petit peu sur la question des CHSCT et du rôle des délégués du personnel, des organisations syndicales. Dans de nombreux cas, peut-être pas dans tous, mais dans de nombreux cas, les CHSCT, malgré tout, avaient encore cette fonction de faire remonter un certain nombre d'éléments du travail réel et d'alimenter le débat en opposant à la conception gestionnaire une conception basée sur le travail. Et donc, malgré les difficultés rencontrées par les élus, malgré l'empêchement de ce débat, il y avait cet organe-là qui, finalement, permettait un résidu de discussion où on faisait remonter des problèmes de travail. La question, c'est, avec la disparition des CHSCT, où va se faire cette discussion-là? C'est un petit peu aussi ce que disait Yves Claude tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, où est-ce qu'on va pouvoir à la fois conserver, à la fois transmettre et à la fois dynamiser ce débat? Parce qu'il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque de déperdition, si vous voulez. C'est un risque de déperdition de connaissances, de savoir-faire sur le travail. Si on perd les mots pour parler du travail, si on commence à parler dans les termes de la gestion, on ne pourra plus penser que dans les termes de la gestion. On ne pourra plus penser le travail autrement que dans des termes gestionnaires. Et là, il y a un risque majeur. Il y a un risque majeur qui, à mon avis, est décuplé avec la disparition d'une instance comme le CHSCT. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer finalement d'autres lieux pour entretenir cette discussion, pour reconstituer des coopérations? Parce que c'est quand même ça, en termes de santé, l'enjeu principal c'est ça, c'est reconstituer des coopérations. C'est trouver des lieux, des petites poches de lieux qui ne seront pas encore totalement colonisés par la gestion pour reconstituer des formes de coopération, des collectifs de travail solidaire avec un partage de règles de métier. D'accord ? Alors, je suis sûr qu'il y a dans la salle un certain nombre d'idées, de suggestions, de propositions sur comment faire. Ce que je peux dire à partir de mon expérience, et en me basant un petit peu sur une expérience de formation syndicale que j'ai eu la chance d'animer, c'est qu'il y a finalement une nécessité, il me semble, que les syndicats assurent un rôle de relais. Ou en tout cas, je pense que la responsabilité des syndicats maintenant, dans le contexte actuel, sur ces questions, est une responsabilité accrue. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à se pencher sur les questions du travail en tant que travail vivant, en tant qu'activité concrète, pas uniquement en tant qu'emploi, à se pencher sur cette question pour précisément pouvoir conserver, transmettre et maintenir, entretenir cette discussion sur le travail. Sinon, si les syndicats ne le font pas, alors les travailleurs évidemment, mais si les syndicats ne soutiennent pas les travailleurs dans cette direction-là, alors il y a un vrai risque, une déperdition majeure de connaissances sur le travail, de savoir-faire, qui a des conséquences très sérieuses en termes de santé, qui a des conséquences très sérieuses en termes de qualité de travail, en termes de sécurité, en termes d'environnement et en termes de santé. Je vais conclure juste en donnant un petit exemple d'action sur cette question. Alors, j'ai participé donc à une action de formation sur la question de la santé au travail, où un des problèmes soulevés par les syndicalistes était que finalement ils se retrouvaient totalement bloqués dans la négociation par les voies officielles des instances, ce que soulignait je pense aussi Fabien Gache, c'est-à-dire que finalement le débat sur les questions de santé au travail avec la direction était complètement bloqué, impossible, et donc comment faire lorsqu'il n'y a plus de négociation possible par les voies officielles pour malgré tout essayer de lutter en faveur de la santé au travail. L'alternative trouvée a été finalement d'engager un travail
sur l'analyse du travail syndical en tant que travail, c'est-à-dire des problèmes rencontrés par les syndicalistes dans leur métier de syndicaliste, qui a permis en partie, d'identifier un certain nombre de socialiser un certain nombre de problèmes qui étaient connus, mais peut-être pas partagés collectivement. Deuxièmement, de participer, à la connaissance du travail réel, et deux, à l'écoute du travail réel, c'est-à-dire que c'est essentiellement en parlant de son propre travail qu'on apprend, qu'on devient sensible finalement aux enjeux du travail pour les autres collègues, pour les autres salariés, donc qui finalement débouche sur une capacité d'écoute et d'appréhension du travail réel qui est accrue et du coup beaucoup plus efficace, et qui a, et ça c'est peut-être le plus original, débouché sur la création d'un dictionnaire de métiers, c'est-à-dire sur un recensement des termes du jargon professionnel, des termes d'un langage ouvrier, d'un langage vernaculaire, si on veut, propre au métier, transmis entre travailleurs et propre au métier, qui finalement permet, à travers le débat sur les termes, sur ce qu'ils recouvrent, de remettre en débat des questions de travail et des problèmes de travail réel. Voilà, je vais m'arrêter là et merci beaucoup pour l'attention. Je suis tout à fait curieux d'avoir les réactions et les questions du public et d'engager le débat avec les autres.